Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, a priori, ça fonctionne. Merci d'être avec nous ce matin et pour démarrer la journée. Nous allons parler de data, donc avec un titre de conférence qui est du paiement à l'expérience client, comment la data révolutionne la relation en restauration. Pour en parler, nous avons 3 intervenants. Donc je commence par le bout de l'estrade avec Anaïque Ferrand. Vous êtes cofondatrice et directrice générale d'un concept qui s'appelle Ephéméra. Vous avez déjà, donc vous créez des concepts de restaurants à l'origine éphémères. Vous aviez démarré à Lyon, vous avez ouvert 3 concepts à Paris et là vous venez d'en ouvrir un nouveau il y a à peine un mois et demi à Angers. Kevin Merthe, vous êtes directeur commercial, responsable du développement chez Sunday. C'est une application, une solution de paiement, vous allez nous en parler. Sybille Boubet de Gramont, vous êtes responsable grand compte et partenariat chez Zelti. Là, c'est une solution de caisse, de commande et de gestion pour la restauration. La première question que j'ai envie de vous poser pour démarrer cette conférence, c'est de faire un petit peu de sémantique et pour chacun d'entre vous, ça veut dire quoi le mot data? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Anaïg, on commence par vous et on revient jusqu'à Sybille. Alors pour moi, la data, c'est effectivement toutes les données qui nous permettent, tous les résultats qui vont nous permettre d'analyser et d'aller plus en profondeur dans les chiffres et dans l'expérience client. Donc je pense que Kevin et Sybille en parleront un peu mieux que moi, mais je vous laisse la parole. Oui, effectivement, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc la data, c'est un mot qui est un peu un buzzword où il y a plein de gens qui vont mettre des concepts différents derrière ce mot, qui vont exprimer la data comme les données de leurs clients, comme les données de contact de leurs clients, comme les données de leur restaurant, etc. Moi, je vois ça effectivement comme un ensemble de paramètres qu'on est en mesure d'analyser pour être en mesure de prendre des décisions et de faire avancer son établissement, son business plus globalement de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Et donc pour terminer, ça va ressembler tout en ajoutant un petit peu. Donc la data, selon moi, c'est vraiment un élément brut qui résulte d'une activité. Globalement, c'est vraiment une donnée qui, au sens large, par exemple, en restauration, c'est ce qui va permettre de répondre à des problématiques telles que pourquoi ce produit, il ne se vend pas, j'étais persuadée qu'il allait se vendre, pourquoi mes clients, ils ne reviennent pas et ils vont tout le temps chez mes concurrents. Ça va permettre d'optimiser beaucoup de choses. Donc cette donnée, donc quand elle est brute, elle est assez incompréhensible et justement des solutions telles que Zelti, Sunday vont arriver pour aller la structurer, permettre de l'analyser, la comprendre et finalement l'exploiter pour une plus grande performance. Sybille, vous gardez le micro. Je vous pose la deuxième question. Au quotidien, pour un restaurateur, en quoi cette data lui facilite-t-elle son quotidien? Alors, cette data, à partir du moment où elle est collectée, où elle est exploitée, elle lui sert à beaucoup de choses. La data, globalement, c'est un gain de temps, un gain d'argent, un gain sur la gestion de vos employés. C'est hyper large la data. Il va y avoir notamment sur la satisfaction client pour l'amélioration du parcours. Donc ça, on travaille beaucoup grâce à la connexion avec Sunday. Nous, par exemple, chez Zelti, on va centraliser toute cette data pour permettre de la collecter. Et derrière, ça va permettre, grâce à des connexions avec plus de 110 solutions variées telles que de la gestion de stock, d'aller réduire par exemple les pertes, le gaspillage, grâce à des intégrations avec Sunday, des systèmes de bornes, d'aller collecter plus de données sur l'optimisation, sur la perfection du parcours client. Voilà, optimisation du parcours, satisfaction des employés aussi, parce que les données RH, on va en parler plus tard, sont très importantes. Donc voilà, c'est vraiment au quotidien des gains dans tous les sens du terme, parce que ça va permettre de savoir où est le problème et de trouver, d'identifier des solutions pour justement y remédier. Kevin, même question. En quoi votre solution facilite le quotidien des restaurateurs? Alors, donc, si je prends le prisme de la data, je ne sais pas si ça facilite le quotidien des restaurateurs, mais en tout cas, je pense que ça permet de prendre des meilleures décisions. Donc, Sunday, nous, on a été créé il y a 4 ans par deux restaurateurs, en l'occurrence, Victor et Tigrane, qui sont les fondateurs de Big Mama. Victor, il aime bien dire un truc, c'est à la fin du repas, il y a plein de restaurateurs dans la salle, le serveur, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller voir la table et il va dire comment ça s'est passé. Et 99,9% de vos clients vont dire
très bien, mais ça se passe jamais très bien. Il y a toujours, enfin, ça se passe souvent très bien, mais il y a toujours plein de choses qu'on peut optimiser, il y a toujours plein de choses qu'on va améliorer. Et personne va vous dire, ah bah, le tataki de thon, il était sec, j'ai attendu 20 minutes ma San Pellegrino, et en plus, la serveuse, elle était pas sympa. Personne va orienter vraiment l'avis de la sorte, alors que c'est ce qui permettrait à un restaurant de devenir un meilleur lieu. C'est ce qui permettrait à un entrepreneur, à une entrepreneuse de devenir quelqu'un de plus fort. C'est ce qui permettrait de mieux scaler un business. Donc, Zelty, nous, plein d'autres personnes dans la tech, créent des solutions pour être en mesure de venir capter de la donnée qualitative, des gens qui vont nous dire ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, on pourrait faire autrement, etc. Et des données quantitatives. Je sais que dans telle zone de l'établissement, les avis Google sont à une note 0,2 points en dessous de telle zone. Pourquoi ? Parce qu'il y a la clim juste au-dessus, ça fait du bruit et il fait froid. C'est terrible en fait. Et potentiellement ça permet aussi de se dire, il faudrait peut-être que je change la clim dans mon établissement, etc. etc. Donc toutes ces choses-là, ça va permettre de prendre des décisions, je l'espère, éclairées. Encore faut-il prendre le temps de l'analyser, encore faut-il avoir les bons outils pour être en mesure de voir cette data et d'orienter ses décisions. Anaïg, au quotidien, dans la gestion de vos restaurants, de vos établissements, la data, c'est un outil qui est un outil clé pour vous ? Absolument, je vais essayer d'éviter de répéter ce que viennent de dire Sybille et Kevin, mais nous au quotidien on l'utilise sur tous les aspects et tous les éléments sur lesquels on peut s'améliorer en termes de performance dans un restaurant. On va prendre par exemple les performances chef de rang, que ce soit du coup au niveau des ventes, quelqu'un qui vend plus de desserts, plus d'entrées, etc. Ça va nous permettre d'analyser ça et de faire de la cross-formation. Également au niveau du temps à table, du temps de prise en charge du client, ça va nous permettre de faire ce suivi-là avec les bons outils qui sont bien intégrés entre eux. Ou encore, comme le disait juste avant Kevin, sur la note client, la satisfaction client. Quel est le chef de rang qui va permettre une meilleure satisfaction, ou même de pousser ça vers Google pour avoir la meilleure vitrine sur les réseaux. L'autre élément, ça va être aussi au niveau de la masse salariale, par exemple, avec notamment l'optimisation des plannings sur les services qui sont plus ou moins intenses, ou encore, comme le disait Sybille, sur tout ce qui est coût matière, avec notamment des outils comme YoKitUp ou autres qui sont intégrés, qui vont nous permettre de nous assurer qu'il n'y a pas de perte ou ce genre de choses. Donc c'est bien sûr des éléments qu'on utilise au quotidien. Les outils, les solutions qui utilisent de la data et même de l'IA aujourd'hui permettent de tout savoir, ou quasiment tout, sur les habitudes des consommateurs, des clients que les restaurateurs reçoivent. On sait ce qu'ils consomment, ce qu'ils prennent, ce qu'ils reprennent. On sait les pics de consommation dans une journée, donc on sait quasiment tout. On sait s'ils commandent pour emporter, pour consommer sur place. Vraiment, on sait tout. Est-ce que c'est la clé aujourd'hui, cette hyper personnalisation en fait, de ce qu'on nous propose, de ce qu'un restaurateur peut proposer aujourd'hui dans son établissement. Là, je pose la question à tout le monde, mais qui veut commencer sur cette hyper personnalisation ? Finalement, on connaît, on rajoute un prénom et on connaît la personne comme si on était allé à l'école avec. Je pense que c'est vraiment important, tout ce qui est donné concernant la clientèle. Moi, ça me fait toujours penser, j'ai bossé en boulangerie pendant assez longtemps, et en fait, Francine, elle revenait toujours chez moi parce que j'avais son croissant aux amandes, je savais que c'est ce qu'elle voulait, je connaissais quelques éléments sur sa vie. Donc voilà, je pense que c'est un exemple à prendre. La gestion de la donnée, elle a toujours existé. Mais aujourd'hui, les restaurateurs s'adressent à une clientèle toujours plus large, toujours plus inconnue finalement. Et donc, les logiciels sont là pour aider à collecter cette donnée. Il y a une stat que j'aime bien, c'est, ça aide à la vente comme en restauration. 70% des clients fidèles reviennent toujours. Donc, l'idée, c'est de le connaître pour adapter. Si vous ouvrez un restaurant à côté d'une université, vous n'allez pas forcément faire un resto gastronomique avec des prix exubérants. C'est vraiment important de connaître le client pour ensuite adapter toujours plus votre offre, adapter toujours plus votre parcours. Et donc voilà, oui, en effet, l'hyper-personnalisation, en faisant aussi attention à pas non plus devenir complètement intrusif, parce que c'est vrai je pense que c'est quelque chose dont on parlera un petit peu, mais aujourd'hui, notamment en France, la gestion de la donnée, c'est encore quelque chose d'assez complexe, parce que les données personnelles aujourd'hui,
particulièrement en France, c'est un sujet un peu sensible. Donc, c'est savoir collecter cette donnée de manière non intrusive, savoir adapter aussi en fonction de la cible à laquelle je m'adresse. Donc, tout ça, des systèmes tels que Zelti, nous, on va vous permettre de collecter un maximum d'informations sur votre clientèle, que ce soit avec des systèmes de fidélité ou aussi grâce à l'enregistrement à chaque passage d'un nouveau client de ses données, de ses habitudes, pour justement, finalement, continuer à personnaliser tout le temps et permettre que la personne revienne systématiquement. Kevin, Ouais. Sur la question que vous avez posée, je pense qu'il faut un tout petit peu l'amender. C'est est-ce qu'on est capable de tout savoir sur les clients? Bon, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a encore plein de choses qui restent subjectives et il faut être un tout petit peu capable de prendre de la hauteur quand on regarde de la donnée brute, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans cette donnée brute. Ça, c'est le premier élément. Et encore faut-il mettre en place les bons systèmes et avoir la volonté de collecter de la donnée et de la retraiter derrière. Et tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour 100% des restaurants. Un petit resto de quartier qui va toujours être plein parce qu'en réalité, il y a ses habitués qui sont là. Il n'a pas une volonté d'expansion monumentale et il veut rester dans un petit business. Il pourra améliorer son business grâce à ça, donner une meilleure expérience à ses clients. Mais est-ce qu'il en a réellement besoin? La question se pose. La question se pose. Ça c'est le premier point. En revanche, le deuxième point, si on regarde la capacité du business de la restauration à devenir meilleur, plus productif, plus rentable, je pense qu'on ne peut pas y couper. Et moi, je bosse avec des restaurateurs depuis une quinzaine d'années. J'ai l'impression qu'il y a un virage qui s'opère au fur et à mesure de ces années-là, d'un business pure passion, on va dire, avec vraiment, je dois être proche de mes clients, je dois donner le meilleur accueil et c'est comme ça que j'opère mon business. Un business qui doit garder ça, parce que c'est l'ADN de ce métier de restaurateur, mais au-delà de ce côté passionné, je dois y ajouter un côté raisonné, business, où je vais regarder à la fois le chiffre qui rentre, mais également le chiffre qui sort, et combien je tire de ce business-là. Et là, la data va permettre de m'améliorer, parce que si j'ai des produits qui sont des mauvais vendeurs, si j'ai des serveurs qui sont des mauvais vendeurs, d'une autre façon, si j'ai des problématiques dans mon établissement que je dois régler, la donnée va être un moyen de régler tout ça. Et si je me projette un tout petit peu plus loin, et donc je le fais en 3 phases, désolé c'est un peu long, si je me projette un tout petit peu plus loin là-dessus, je crois que les restaurateurs qui feront la différence dans le futur, et on est dans un marché hyper concurrentiel, il y avait le salon de la franchise en début de semaine, toi tu fais tout en propre, t'as pas de franchise toi? Non, tout en propre pour l'instant. Et donc je parlais à différents master franchise qui étaient au salon de la franchise, ils me disaient mais c'est la guerre. On se bat pour aller chercher les franchisés. Donc, dans un marché où c'est la guerre, je cite, il faut être meilleur que les autres. Et ça, c'est l'enjeu. Et cet enjeu-là, je crois, il passe par une meilleure utilisation de cette donnée pour devenir meilleur, plus productif et personnaliser l'expérience que vous allez fournir à vos clients et surtout à vos clients fidèles, mieux les comprendre, mieux anticiper ses attentes et potentiellement on en parlera après. Voilà, je fais un peu long. Anaïg, vous voulez peut-être réagir à ça. Est-ce que vous, justement, avec vos concepts de restauration, vous êtes dans cette recherche de personnalisation d'une expérience? Alors, excusez-moi. Nous, aujourd'hui, on est un restaurant, on a des restaurants qui sont pour des occasions. C'est-à-dire que c'est des restaurants qui sont immersifs, qui sont un petit peu originaux et pour lesquels les gens viennent chez nous parce qu'ils viennent fêter un anniversaire, parce qu'ils veulent le montrer à leur oncle, à leur tante, à leur petite cousine qui est sur Paris ou sur Angers à ce moment-là. On n'est pas particulièrement des restaurants où les gens vont revenir encore et encore et encore toutes les semaines, comme le petit bistrot de quartier. Alors bien sûr qu'on a des personnes qui vont revenir tous les mois, etc., parce qu'ils apprécient ce qu'on va faire, mais on n'a pas non plus ce système d'hyper-personnalisation parce qu'on ne va pas avoir la data nécessaire. On a un taux de return aujourd'hui chez nous qui est à environ 8-10%, mais donc c'est justement une donnée, une data qui est importante à avoir parce qu'on sait que justement ce moment, on doit le rendre absolument génial pour les personnes qui viennent chez nous. C'est pas le truc où tu vas toujours avoir tes petites habitudes, prendre ton petit croissant, ton petit café, etc. On vient chez nous pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on fait tout justement en termes de service pour que la prise en charge client soit bonne. Donc, même si oui, on sait que c'est un anniversaire et que le client n'a pas pris de dessert, on va quand même ramener le petit dessert avec la petite bougie. Oui, on va faire en sorte d'être toujours très à l'écoute et disponible pour prendre des photos pour nos clients, etc., parce que c'est ce qui va faire l'expérience du client. Donc, on n'est pas dans l'hyper-personnalisation parce qu'on n'a pas
pas la donnée nécessaire pour nos clients. Pour autant, on est dans la personnalisation parce qu'on sait quelle est notre clientèle, parce qu'on a pu, on a pu analyser en fait quelles sont ces personnes qui viennent chez nous. Et c'est là où c'est très intéressant, je pense aussi. Sybille, vous l'évoquiez tout à l'heure, les limites de cette personnalisation. Hein, c'est vous qui disiez, si je ne me trompe pas, que en France, ou c'est vous, Kevin, en France, on est parfois un peu, c'est vous, hein, on est parfois un peu, comment dirais-je, sur la réserve quant à la manipulation ou la délivrance de données un peu personnelles. Ce serait quoi les limites de cette hyper-personnalisation et vous disiez qu'en France, on était plus réservé sur le traitement de ces données comparé à l'étranger. Hein. Vous avez fait ça veut dire qu'à l'étranger, en tous les cas dans d'autres pays, les consommateurs ne sont pas dérangés de donner des informations un peu personnelles. Alors, dérangé, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut le voir par exemple aux États-Unis. L'exploitation de la donnée va beaucoup plus loin parce qu'il y a moins de limites imposées sur justement la sécurisation de la donnée. Nous, aujourd'hui, en tant que logiciel, on a énormément de normes à respecter pour la gestion de la donnée parce qu'on a beaucoup de données qui passent par Zelti, que ce soit sur des données de fidélité, mais toute autre donnée. Et on a cette obligation de respecter la sécurité de cette donnée, d'assurer toutes les protections possibles pour que justement ça n'ait pas d'impact sur le restaurateur au final et sur le client final finalement. Donc oui, je pense que dans certains pays, la donnée peut être plus facilement utilisée. Ouais. Après, il y a des choses faciles qui peuvent être faites. Par exemple, avec Sunday, on a une super intégration sur la partie paiement où il y a la possibilité de collecter des données de manière très facile sans que ce soit très intrusif. Donc, avec un serveur qui dit « Ah bah si vous, au moment du paiement, vous renseignez juste votre numéro de téléphone, ça prendra 2 secondes, vous pourrez bénéficier de ça ». C'est pas hyper intrusif, ça permet d'avoir quand même une... Donc la notion de contrepartie n'est pas anodine quand même, si on veut récupérer une information. Il faut toujours une petite carotte quand même, ça marche quand même un peu comme ça. Ouais. Je pense qu'Anaïg a peut-être expérimenté ça aussi. D'ailleurs, je tiens à dire que Ephémera, si vous ne connaissez pas, il faut y aller parce que l'expérience est assez incroyable. Nous, on est des habitués chez Zelti, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion de protection de la donnée, cette notion d'intrusion aussi, parce que toutes les campagnes qu'il faut générer, enfin toute l'exploitation de cette donnée ne doit pas non plus être excessive. Et après, il y a cette notion de sécurité, mais voilà, il y a aussi la donnée, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'activité du restaurateur et il faut la limite, c'est savoir l'exploiter sans que ce soit extrême, quoi. Kevin, sur les freins qui pourraient exister face à cette personnalisation Ouais. Moi, je vois 3 freins principaux. Le premier frein, il est dans la capacité à collecter cette donnée. Donc, Sybille l'a dit, il faut aller chercher du consentement, potentiellement. Il faut aller chercher l'utilisation d'outils qui vont permettre de capter cette donnée-là, et ensuite, il va falloir être capable de la restituer. Ça, c'est le premier frein, mais c'est le frein qui me paraît être le plus simplement levable aujourd'hui, parce que Sunday, nous, ce qu'on fait, on fait des solutions de paiement. Soit vous allez payer en scannant un QR code et vous payez à la fin de votre repas, soit vous allez payer via un TPE, le tout connecté directement à la caisse, et on est connecté avec 40 caisses dans le monde. Donc, assez facilement, on va venir capter des données de façon native. Si vous faites de la restauration, on va dire traditionnelle, vous avez probablement un logiciel de réservation. Ce logiciel de réservation va également capter de la donnée. Et potentiellement, vous avez un logiciel de fidélité sur lequel vos clients vont laisser certains aspects de leurs données. Est-ce qu'ils sont allergiques à la crevette? Est-ce qu'ils aiment le chocolat? Est-ce qu'ils préfèrent le merlot, etc. D'accord? Tout ça va créer de la donnée et tout ça se reverse généralement dans la caisse. Donc il y a une espèce d'écosystème technologique qui se crée de façon naturelle des outils que vous utilisez au quotidien. Point 1, frein 1, la collecte. Quand on a cette collecte, il y a un frein 2 qui est l'interconnexion de ces différents outils qui ont tous collecté de la donnée. D'accord? Donc ça, vous avez besoin d'utiliser des technologies qui se parlent les unes avec les autres. Ni plus ni moins. Et elles se parlent toutes les unes avec les autres? Malheureusement pas encore. Elles ne se parlent pas toutes les unes avec les autres. Il y a des gens qui le font bien. Nous, on essaye de bien le faire. Zelti essaye de bien le faire et je pense que c'est un des
des gros avantages de Zeltish. Je pense que c'est pour ça que cette caisse est reconnue pour son sérieux, cette capacité à parler avec différents acteurs et le panel le plus large d'acteurs possible. Parce que moi, je vois plutôt la phase client. Mais Anaïg, elle va vous dire ah oui, mais il faut aussi prendre les achats, il faut aussi prendre les pertes, faut aussi prendre... Bon, elle va trouver plein d'autres trucs à dire. Donc il y a une interconnexion qui se passe de plein de côtés différents et donc il y a une multitude d'acteurs qu'il faut faire parler les uns avec les autres. Et donc ça, c'est un deuxième frein qui, de la même façon, si on regarde le monde de 2025 et le monde de 2020 et le monde de 2015, on n'est plus du tout dans le même écosystème. Et aujourd'hui, on a quand même une communication qui se fait et on a également des acteurs qui comprennent qu'il faut se parler les uns avec les autres et qu'il n'y aura pas un gagnant à la fin qui va écraser tous les autres. D'accord ? Cette espèce de rêve des années 2010, il est mort-né. Et donc aujourd'hui, on a besoin les uns avec les autres de discuter. Enfin, il y a un troisième frein qui va être la capacité à utiliser tout ça. Et pas sortir un peu de ce mythe du sachant et devenir le mythe de l'acteur, parce que on a beau être le CEO d'une boîte de restauration avec 50 restos qui sait tout sur ses clients, si le staff qui fait l'accueil, il sait pas que Sybille, elle adore être près de la fenêtre et que son apéritif préféré c'est le spritz, bah c'est super de le savoir sur Sybille, mais on va rien en faire. Et donc, on a besoin aussi d'être en mesure de fournir cette donnée-là à des opérateurs en salle et de leur fournir simplement. Et enfin, sur ce troisième frein-là, donc il y a un frein technologique évident, il faut trouver les moyens de parler avec ces staffs en salle, mais, et là je transmets le flambeau, il va falloir former ces opérateurs en salle et faire en sorte que ces opérateurs en salle, ils utilisent cette donnée avec des objectifs clairs qui est, bah écoute, quand il y a quelqu'un où on a la donnée et on est capable de l'utiliser, fais en sorte d'aller me le vendre ce spritz. Je veux qu'elle boive, Sybille, d'accord, même si elle a un marathon dans un mois. Et donc, il faut aller chercher ce panier moyen et l'augmentation du panier moyen et s'assurer qu'on utilise ça pour améliorer les KPI du restaurant. Anaïg, donc combien avez-vous d'outils? Combien utilisez-vous d'outils? Aujourd'hui, nous, au total des outils sur la totalité des différents sujets à traiter, on en a plus d'une dizaine, mais qui sont aujourd'hui vraiment interconnectés entre eux. Alors pas tous les uns avec les autres, mais l'un avec l'autre, etc. On en a 7 au total. D'accord. Ah oui, donc pas tous ne communiquent pas. Malheureusement pas. Et ça vous pose des problèmes? Ça donne des limites pour vous? Alors aujourd'hui, oui, comme le disait Kevin, c'est un des freins. Donc en fait, si notamment dans notre outil de gestion des réservations qui est Seven Rooms, c'est un outil qui n'est pas connecté aujourd'hui ni avec Zelti ni avec Sunday. Et c'est vrai que si ça l'était, du coup, on aurait la possibilité de reconnecter en fait que tel client a directement mangé à telle table, a payé de telle manière, et tout ça serait toute la donnée nous serait directement donnée et transmise de manière très simple et fluide. Aujourd'hui, on peut le faire. Il faut qu'on aille voir dans une application, dans l'autre application, etc. On va retrouver tout le chemin client, mais c'est quand même un petit peu une perte de temps si jamais on veut se rendre compte, ah bah mince, pourquoi est-ce que finalement cette personne elle a pas trop aimé son repas? Ah bah qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a mangé la mousse au chocolat, ok, mais en fait la mousse au chocolat dans tous mes plats c'est celui sur lequel j'ai le plus de mauvais retours, etc., etc. C'est un petit peu aujourd'hui pour moi l'axe d'amélioration qu'il y a à faire entre tous les outils. Sybille veut réagir. Ouais, c'est un très bon point pour rebondir là-dessus. Donc la réservation, nous, on intègre d'autres solutions. Mais en effet, Seven Rooms, c'est un sujet. Mais en tout cas, il est vrai que c'est vraiment important. Moi donc j'échange avec beaucoup de réseaux de restauration qui ont énormément de points de vente. Et je suis souvent hyper surprise de me rendre compte que aucun de leurs outils ne communique et que du coup, ils se retrouvent à devoir tout reconsolider sur Excel. Donc, il y a forcément de la perte de données, de la perte de compréhension. C'est vraiment étonnant parce que du coup, ils se retrouvent avec déjà une perte de temps énorme parce que des outils leur permettent de répondre à ce genre de problématiques. Mais aussi, en fait, pour moi, ça revient vraiment à laisser de l'argent sur la table parce que j'ai pas choisi les bons outils dès le début et donc ça connecte pas et je perds, par exemple, sur la gestion de stock, je perds 4%, je perds 4% de marge brute du fait du gaspillage ou des choses comme ça. C'est vraiment important de bien penser ces outils interconnectés. Et je crois, pour compléter ce que dit Sybille, que le plus gros frein à l'utilisation de cette donnée, à la fin, c'est vous. C'est les entrepreneurs que vous êtes, qui sont des restaurateurs, se dire qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux avoir à y gagner et
un restaurateur, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans la vie. C'est dur d'opérer un restaurant, on le sait. On parle avec des Merci, restaurateurs. Kevin. Mais Merci c'est beaucoup. vrai. On vous C'est comprend. vrai. Si c'était pas dur, on le ferait. Non mais c'est super dur. Tous les matins, on se réveille et on a un peu plus de problèmes que la veille, etc. Mais la question, c'est comment aujourd'hui la technologie peut vous aider à en avoir un petit peu moins dans le futur. Et c'est toujours ce mythe de Sisyphe, quoi. On a ce caillou à porter jusqu'en haut de la montagne, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens un peu plus simples de ne pas prendre le truc toujours par la face nord? Et je crois que nous, ce qu'on essaye de créer avec Sybille et avec nos équipes, c'est une technologie qui vous permet, sur certains sujets, d'être dans une facilité un peu plus forte que celle que vous aviez hier. Et potentiellement, parfois, en changeant ces outils, vous allez aussi vous économiser certains problèmes qui vous permettront de vous focaliser sur ce qui est le plus important, l'accueil des clients, l'upsell des clients, prendre les bonnes décisions pour votre business et améliorer ce business-là. Un peu plus de sérénité finalement. Ouais. Alors justement, ce que permettent ces outils, c'est notamment de mieux gérer les ressources humaines, puisque les clients peuvent notamment noter un service, par exemple, ou une réalisation culinaire. Donc, est-ce que ça veut dire que ces outils, et après je demanderai à Anaïg si elle s'en sert, est-ce que ces outils finalement deviennent des aides pour les ressources humaines, ou peuvent devenir des aides pour les ressources humaines? Donc, Sunday, ce qu'on fait, encore une fois, donc nous on a une solution par QR code, le client scanne et le client est en mesure de payer à la fin de son repas, et à l'issue de son paiement, on lui propose de laisser un avis sur Google, on lui propose de noter son expérience, etc. Une personne sur 4 qui paye avec Sunday va laisser un avis sur Google et va me laisser de la donnée sur comment était son expérience. Je suis connecté à la caisse, je suis connecté à Zelti, je suis connecté avec d'autres caisses, je connais le serveur qui a ouvert la table en question. Donc, je suis en mesure de relier une expérience client avec une table, avec une composition de menus, enfin une addition, avec des avis Google et avec d'autres éléments. J'ai dans notre back-office, qu'on appelle nous le staff performance, la performance du staff, où ligne à ligne, je vais être en mesure de vous dire, staff par staff, quel était le panier moyen, quelle était la note moyenne laissée sur Google, quel était le niveau de satisfaction finalement, l'utilisation de Sunday, le niveau de pourboire et tout un tas d'autres critères. Si je prends Bouillon Pigalle par exemple, Bouillon Pigalle, très beau restaurant à Paris. Si vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas, sinon vous pouvez aller chez Ephémera. Bouillon Pigalle prend tous les mois l'intégralité de la liste de son staff et fait de cette page-là une aide à l'évaluation des personnes, mais aussi, et ça c'est Anaïg qui le disait tout à l'heure, une base potentiellement de cross-formation entre les différentes personnes. Parce que peut-être que Jean-Luc, il est très fort pour faire de l'upsell, peut-être que Amina, elle est très forte pour avoir une super valorisation de l'expérience client, peut-être qu'ils ont intérêt à se parler les deux. Parce que si en plus Amina elle faisait de l'upsell et que Jean-Luc il faisait de l'expérience client, le resto il serait meilleur. Et donc ça permet de vous aider à mieux piloter vos équipes et ça vous permet d'appuyer des ressentis par des faits. Anaïg, peut-être Sybille, vous voulez réagir? Qui veut commencer? Alors Anaïg, est-ce que vous vous servez de ces outils pour justement manager ou en tous les cas influer sur les ressources humaines? Ils m'ont bien choisi pour parler aujourd'hui, je pense, mais effectivement, on utilise Zelti et Sunday. Aujourd'hui, en dehors de la cross-formation, comme on mentionnait juste avant, nous, ce qu'on fait en plus de ça, c'est qu'on utilise ces données pour objectiver les chefs de rang et du coup leur mettre des primes. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, nos chefs de rang, pour toutes les données qu'on a, ça va nous permettre d'avoir une meilleure satisfaction client, une meilleure, du moins, note Google, etc. Parce qu'on va leur dire, si vous me faites tant d'avis, mentionnés avec votre nom, etc., ça va nous permettre d'avoir une meilleure vitrine et donc une prime, etc., etc. Et donc, en fait, Sunday nous aide et nous accompagne pour gagner du temps sur ces objectifs qu'on leur a fixés et la récolte d'informations pour améliorer justement et arriver aux objectifs qu'on se fixe. Sybille, vous vouliez réagir? Bien sûr. Donc, pour compléter un peu ce que disent Kevin et Anaïg, en effet, il y a cette notion de performance dans le service. Pour moi, la RH, c'est aussi un peu plus large. C'est qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes tous au courant des problématiques RH que rencontre la restauration. C'est un vrai sujet. Et justement, des logiciels tels que les nôtres vont permettre juste de un peu comprendre pourquoi j'ai un turnover aussi important. Est-ce que c'est parce que justement mon serveur il fait trop d'horaires d'un coup,
Est-ce que c'est parce que à cette heure-ci, je le mets 5 heures sur le service, mais c'est le plus gros flux de la journée, toutes les semaines, il s'en sort pas. Donc il y a beaucoup de choses. Nous, on est connecté avec des outils RH tels que Combo, Skello, RIS, et tous les jours, on va leur envoyer les données de vente par serveur, ce qui va permettre derrière de faire un calcul donc de la masse salariale, une gestion des plannings automatisés. Donc fini les Excel imbuvables à la mano, vous gagnez beaucoup de temps parce que cette connexion va justement permettre de savoir quand est-ce que je vais mettre Roger parce que hier il a fait un service de l'enfer, il était en plein rush. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, je pense qu'il y a aussi la donnée plutôt qualitative. Donc, par exemple, mettre en place des formulaires de satisfaction anonymisés auprès de vos employés. On a pas mal de clients qui le font. Ça permet aussi de savoir un peu pourquoi il y a une insatisfaction sur telle chose. Après, évidemment, il y a des choses que vous ne pourrez pas empêcher. Si vous avez la moitié de votre staff qui sont étudiants et qui, demain, partent en Erasmus ou des choses comme ça, bon, vous le savez, ils sont étudiants, vous pourrez anticiper. Mais on va vous apporter cette donnée qui va vous permettre d'avoir une gestion, de mieux comprendre pourquoi vos employés ils vont voir ailleurs, ou mieux comprendre pourquoi, mieux gérer aussi, mettre en place des solutions pour garder vos employés et assurer la productivité. Oui. Et sur la performance des employés, donc là on est sur une conférence sur la data, donc je vais juste faire un tout petit écart de ce sujet-là, mais il y a un sujet qui me paraît essentiel dans la restauration aujourd'hui et dans les trends un peu longs qu'on voit dans la restauration, c'est il faut être en mesure de piloter au mieux votre niveau de pourboire et votre redistribution de votre pourboire. On est sur un marché qui voit ses niveaux de pourboire augmenter sur les dernières années après avoir baissé. Donc on a un trend où on a le cash qui diminue au fur et à mesure et on a des nouvelles solutions qui permettent de recapter du pourboire. Donc je pense qu'on est sur un trend en U comme ça où on est en mesure de capter aujourd'hui beaucoup de pourboire et pour mieux piloter son staff, et si on parle de solutions RH, il faut aussi se demander qu'est-ce que je peux en faire de ce pourboire-là, comment je peux venir le redistribuer, comment je peux venir en capter un petit peu plus. Nous, on fait deux choses. On a une solution qui permet de capter plus de pourboire et ensuite, on a une solution qui permet de redistribuer ce pourboire selon des règles de répartition qui peuvent être soit au portefeuille, chacun très capitaliste, celui qui a généré récupère son dû, et des méthodes un peu plus communistes où on va venir le redistribuer avec la cuisine, où on va venir le redistribuer avec les runners, etc. Donc après, choisissez votre camp. Nous, en tout cas, on propose les deux. Mais c'est un moyen aussi d'incentiver votre staff et de lui permettre d'être heureux. Un staff qui gagne bien sa vie et qui tire aussi les profits de la réussite de votre établissement, c'est un staff qui reste et c'est un staff qui est motivé. Et après, vous êtes en mesure de l'aiguiller vers une amélioration de la performance. Voilà, je me permettais cette petite digression. Oui, non, mais c'est intéressant. Alors, ces outils, c'est bien beau, mais je pose une question pratique. Est-ce que quand on adhère à ces outils, quand on adopte ces outils, est-ce qu'on est formé ? Si oui, comment est-ce qu'on est accompagné? Et après, je demanderai à Anaïg comment elle s'en sort pour former ses équipes. À quel point vous mentez? Le vrai du faux. Donc est-ce que, oui, j'imagine qu'on ne vient pas chez vous juste pour acheter et on s'en va. On a besoin d'être formé et d'être accompagné. Donc qu'est-ce que vous proposez tous les deux? Écoutez, sur la partie formation, concernant la caisse, nous, la caisse, c'est un outil assez complexe parce que ça induit énormément de choses sur la partie opérationnelle, donc que ce soit en cuisine ou sur le parcours client, mais également sur la gestion back-office, tout ce qui est paramétrage de l'activité, mise en place des menus et des choses comme ça. Donc la formation sur un outil caisse, elle est forcément un peu conséquente, même si on essaye de la simplifier et de la cadencer au maximum pour pas que ce soit justement très lourd. Il y a aussi toute une notion, avant même de la formation, de pédagogie. Donc ça, c'est un peu ma mission sur la partie commerciale, c'est aller faire un peu de pédagogie sur justement l'importance de choisir ces bons outils. Et donc c'est la première étape avant la formation pour justement ensuite, parce que une fois que vous avez collecté la donnée avec des bons outils, il faut savoir ensuite l'analyser, la comprendre pour être ensuite à même de l'exploiter. Exactement. Donc sur la partie formation, nous, la première chose qu'on va faire, on va être très concret, on va former à la caisse, on va former au back-office, parce que c'est le plus important pour pouvoir se lancer avec Zelti. Et ensuite, ça prend du temps, cette formation à la caisse, ça prend du temps?
Pour un fonctionnement simple, par exemple de vente au comptoir, ça va être 2 heures de formation au back-office. Ok. Après, ça va varier en fonction des projets. Mais vraiment, pour le plus simple, ça va être 2 heures de formation au back-office. Et ensuite, on a une intervention sur place pour la formation à la caisse des opérateurs de caisse avec une assistance au premier service. Donc voilà, on essaye vraiment d'aller au plus loin dans cette partie accompagnement. Ensuite, au-delà de cette partie formation, il y a une prestation quand même de conseil parce qu'aujourd'hui, Zelti a plus de 110 intégrations, que ce soit sur de la gestion de stock, de la fidélité, des outils BI. Donc, il faut BI, Business Intelligence, c'est justement l'exploitation de la data pour de la prédiction. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas juste des intégrations pour avoir des intégrations. On devient progressivement expert des intégrations qu'on a pour pouvoir fournir du conseil à nos clients sur l'utilisation en fonction des besoins qu'ils vont nous décrire pour les orienter vers les bonnes solutions pour l'exploitation justement de cette data. Après, on a beaucoup à apprendre, c'est certain. C'est vrai que le sujet de la data est croissant et surtout, aujourd'hui, on était vraiment dans un sujet de collecte de data, on va de plus en plus vers cette analyse, cette prédiction et l'exploitation. Et on travaille beaucoup sur nos formations, on recrute de plus en plus des gens qui vont conseiller plutôt sur des projets complexes. Et ensuite, on a des chargés de compte qui, eux, vont accompagner, que ce soit des chaînes ou des indépendants. S'ils nous font part de projets complexes, on va justement beaucoup plus aller dans le détail sur cette gestion de la data. Kevin, Yes. Donc sur la formation. Donc, moi, j'ai 4 éléments là-dessus. Donc le premier, c'est avant de former vos collaborateurs, nous on forme nos collaborateurs. Quelqu'un qui arrive chez Sunday, son premier jour, on lui donne un tablier et on le met runner dans un resto qui est client chez nous et on lui dit voilà, c'est dur d'être restaurateur. Je le redis parce que c'est pas facile. Non. Et donc, on n'est pas là juste pour vous former en disant ah, la tech c'est bien, etc. Non, voilà comment on porte une assiette, voilà, tu vas casser des verres et après tu vas revenir et on va les aider. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on vient former vos collaborateurs parce que chez Sunday, on vient changer la façon dont vous opérez votre établissement. Et donc, bien sûr, il faut qu'on convainque le patron, la patronne de l'établissement, mais il faut surtout aussi après qu'on convainque chaque serveur de la pertinence de notre outil et de la performance de l'utilisation de notre outil. Donc, quand on fait un restaurant avec 15 staff, on ne fait pas une vente, on fait 15 ventes à chaque fois. Il faut convaincre chacune des personnes d'utiliser notre service et d'y voir la pertinence. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, on va venir former en présentiel chacun de vos collaborateurs. On va faire le discours d'avant-service avec vous. Si vous êtes un grand établissement, on va faire 2 discours et on va aller... On a équipé mon ami Gabi à Vegas, 60 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'année, 400 collaborateurs. Mon ami Gabi, en fait, on installe 5 fois, 2 fois le restaurant parce que sinon, on ne voit pas tous les serveurs. Donc, on reste une semaine sur place. Le collaborateur perd 3000 dollars au Craps et ça met une semaine à former l'établissement. Donc, on forme vos collaborateurs. Ensuite, on forme la personne qui va utiliser Sunday au quotidien et qui va utiliser le back-office. Donc là, on va être sur une formation de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour bien comprendre tous les enjeux et comment utiliser tout ça. Et après, il y a une partie service client parce que la formation, c'est de la formation sur le long cours en réalité. Il faut toujours être présent avec vous. Et une techno comme Zelti, une techno comme Sunday, on évolue au quotidien. C'est pour ça que vous nous achetez. Vous ne nous achetez pas pour acheter quelque chose qui ne va pas bouger sur le temps. Vous achetez le futur en réalité. Et donc nous, on va venir vous former et vous reformer au quotidien. Vous allez avoir un chargé de compte qui va faire ce qu'on appelle des business reviews. Tous les mois, on va vous expliquer l'usage et ce qu'on apporte. Et on va faire en sorte de vous apporter le meilleur de tout ce qu'on fait. Et un service client, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous, on répond en 5 minutes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit à laquelle vous nous appelez. Parce que si vous avez un problème à 2 heures du mat, vous avez un problème à 2 heures du mat et il faut régler ce problème. Donc nous, on est là avec vous. Anaïg, vous, en tant que restaurateur, comment avez-vous formé vos équipes? Est-ce que vous vous êtes formé déjà d'emblée? Et donc en combien de temps? Et est-ce que les équipes, c'est facile à former? On comprend tout de suite? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Racontez-nous. Alors moi, j'ai la chance d'avoir créé Ephémera, donc forcément d'être passé par tous les postes avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc c'est moi personnellement qui ai choisi Zelti, c'est moi personnellement qui ai choisi Sunday et toutes les solutions avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc j'ai naturellement eu les premières démos et ensuite après ça, eu les formations qui m'étaient nécessaires à l'exploitation, d'autant plus que je suis quelqu'un d'un petit peu
obsédée. Et donc, il est très important pour moi de comprendre les outils avec lesquels je travaille parce qu'en fait, justement, comme on le disait depuis le début, avoir les données, c'est bien. Sans les travailler et sans les comprendre, ça ne sert à rien. Donc, oui, j'ai moi-même été formée sur les différents outils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye aussi, nous, chez Ephemera, d'accompagner nos collaborateurs et de les former à ces différents outils-là pour qu'ils puissent les utiliser de la meilleure des manières. Comme le disait Kevin, on a évidemment des account managers dans chacun des outils qu'on a pour pouvoir nous accompagner, etc., au fur et à mesure. Après, et je leur ai déjà dit ça quand on s'est préparé pour aujourd'hui, je pense que c'est encore un élément dans lequel on peut aller plus loin dans la formation, et notamment avec des webinars, etc., pour nous accompagner au mieux, justement parce qu'il y a toujours des changements. C'est aussi la restauration, un secteur dans lequel il y a beaucoup de turnover, malheureusement, et donc il y a cette nécessité quand même de revenir d'autant plus fréquemment pour reformer les équipes, etc., parce que c'est quand même quelque chose qui est très chronophage, mais qui, une fois bien utilisé, est absolument primordial. Là, on a vu comment ça marche et comment on se forme. Question, combien ça coûte pour le restaurateur? Donc, je pose la question d'abord à ceux qui génèrent des solutions. Et Anaïg, vous allez nous dire par mois combien vous investissez, on va dire ça comme ça, pour ces outils. Sybille. Eh bien, moi, j'ai envie de répondre à cette question par une question, c'est aussi combien ça rapporte. Parce que, évidemment, ça a un coût, parce que c'est des solutions qui faut bien qu'on mange aussi, qui en plus évoluent, comme le disait très bien Kevin. En fait, dans ces mensualités, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent des systèmes SaaS, donc d'abonnements récurrents, souvent mensuels. Évidemment, c'est un prix, mais dans ce prix est inclus tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est maintenance du produit, tout ce qui est formation, justement. Et donc, voilà, on paye aussi la qualité d'un service au-delà de la qualité déjà d'un produit. Certes, il va y avoir Sunday pour la partie paiement, pour la partie parcours de commande également. Il va y avoir Zelti, il va y avoir d'autres outils tels que pour de la gestion BI, pour de la prédiction. Et ça a un prix, mais je pense qu'il ne faut pas rester focus sur ce prix, mais plutôt avoir une vision sur le bénéfice que ça peut rapporter. Et après, si par exemple vous êtes dans une vision, dans une réflexion plutôt sur une ouverture ou sur un développement d'un réseau et que vous n'avez pas forcément les moyens de commencer avec le package complet, vous pouvez y aller progressivement aussi. Il y a des choses, ça veut dire qu'on peut démarrer avec objectivement un Zelti, ouais. mais voilà, vous pouvez commencer avec. En fait, il faut penser au socle qui va ensuite vous permettre de progressivement. C'est un peu comme un Lego en fait, votre système d'information, comme un jeu de Lego. Vous allez avoir la base qui ensuite vous permettra d'avoir une solution qui est pas limitante pour la suite. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un établissement, demain, vous en aurez peut-être 5, demain, vous en aurez peut-être 10. Et il faut penser aussi que la solution qui va vous accompagner, si elle vous bloque aujourd'hui sur la mise en place d'un système, elle vous bloquera demain sur la mise en place de système, sauf que changer, ce sera plus compliqué. Et là, ce sera vraiment onéreux. Et donc, chez vous, une solution, un abonnement, et puis, alors c'est quoi? On paye quelque chose au départ et on a un abonnement mensuel? Alors, nous, une de nos particularités, c'est qu'on est sans engagement. Donc, on a des mensualités, on est sans engagement, donc vous vous engagez pas avec Zelti sur 10 ans. Ça paraît bête, mais en fait, on en voit beaucoup qui sont coincés avec des systèmes. Là, au moins, de toute façon, généralement, quand vous commencez avec Zelti, vous restez avec Zelti, je crois. Anaïg le confirmera peut-être. Mais voilà, en tout cas, on a ce système d'abonnement sur la partie logicielle. Après, le matériel vous appartient. On propose de le vendre. Vous pouvez l'acheter de votre côté ou récupérer du matériel compatible. Et ensuite, on a tout ce qui est système de formation. C'est des prestations. Donc, pour l'accompagnement. Ensuite, tout ce qui est support, c'est compris dans la licence. Tout ce qui est maintenance, c'est compris dans la licence. Et c'est un prix au point de vente. Vous ne nous avez pas donné de prix, mais je compte sur Anaïg. Ah, mais je peux le donner. Oui, c'est à partir de 89 €. OK, par mois. Oui, okay. Exactement. Kevin. Donc, je vais répondre à la question d'abord et après je vais compléter quelque chose qu'a dit Sybille. Donc, combien ça coûte Sunday? Sunday, il faut avoir en tête qu'il y a 3 morceaux de coûts. Il y a un premier morceau qui est un frais de setup, un frais de mise en route, un deuxième morceau qui est un frais d'abonnement et un troisième morceau qui est un morceau transactionnel. Nous on fait du paiement, qui est un morceau transactionnel à la fin. Sur la partie setup, il y a
2 à 3 choses à avoir en tête selon ce que vous prenez. On fait plein de choses différentes, mais on va payer un frais de mise en route, un frais de formation. Va falloir acheter les QR codes si vous voulez des QR codes. Donc, chaque QR code a un prix. Et si vous voulez acheter des TPE, parce que vous n'êtes pas obligé parce que vous pouvez les louer, il faut acheter les TPE parce que c'est du hardware. Premier élément, un frais de mise en route. Deuxième élément, un frais d'abonnement. De la même façon, en fonction de ce que vous voulez comme offre, est-ce que vous voulez juste du paiement TPE, paiement TPE et QR code, du click and collect, la commande sur votre site internet, etc. etc. Bon, bref, il y a plein de choses que vous pouvez vouloir dans notre offre. Vous allez payer entre une cinquantaine d'euros par mois et 200 euros par mois d'abonnement par site. Et enfin, un frais transactionnel qui, lui, va venir remplacer potentiellement vos transactions bancaires ou peut-être venir se greffer sur vos transactions bancaires. Donc, encore une fois, ça va dépendre des setups. Est-ce que vous voulez garder le contrat de votre banque? Est-ce que vous voulez le remplacer? Donc, chaque situation est, elle, unique. Et donc, ça va dépendre de ce que vous avez. Dans certains cas, vous allez payer moins cher que ce que vous payez avec votre banque. Dans d'autres cas, vous allez payer un peu plus cher que ce que vous payez avec votre banque. Ça va dépendre de votre volume. Donc, ça faut voir au cas par cas. Mais je suis ravi qu'on en discute ou je suis ravi que vous en discutiez avec mes équipes. Elles n'ont pas choisi la couleur de leur pull, comme c'est marqué là, mais au moins, vous les voyez de loin. Donc voilà pour combien ça coûte. Et vous vouliez réagir? Et je voulais à ce qu'a dit réagir. Sybille. Donc moi je suis d'accord avec ce que dit Sybille, il faut absolument regarder combien ça rapporte et faire la balance. Mais je pense qu'il faut aussi regarder l'autre côté de la balance, c'est combien ça vous fait économiser. Si vous avez du staff en back-office, si vous avez du temps qui est perdu, si vous avez de la charge mentale au quotidien, tout ça c'est des économies qui paraissent parfois superflues. Mais la réalité, c'est qu'avoir 3 problèmes de moins par jour, j'ai l'impression que c'est une économie qui n'a pas de prix, quoi. Et celle-là, elle se pense vraiment franchement. Donc, dans le choix de ce que vous avez, hier, on a vu plein de gens qui étaient en train de créer leur entreprise, créer leur restaurant. Donc, avant de vous projeter dans l'expérience, essayez de bien réfléchir les gens qui vont vous accompagner, vos fournisseurs food, vos employés, mais aussi vos fournisseurs tech, parce que c'est des gens avec qui vous allez passer une bonne partie de votre journée. Hein. Un restaurateur, il est souvent sur sa caisse. Donc, choisissez bien ces personnes-là et voyez vraiment tous les côtés du Rubik's Cube, parce que quand il y a un côté qui est pénible et que vous l'avez tous les jours en face pendant 6 heures et que vous êtes engagé 36 mois, c'est pas nécessairement une bonne idée. Et de la même façon que Sybille, nous on est sans engagement également. Si vous avez des QR codes sur la table et que vous en voulez plus, renvoyez-les nous, les jetez pas. Comme ça, ça nous fait des économies et c'est bien pour la planète. Mais je peux pas vous forcer à les mettre sur la table. Anaïg, avant de venir à vous, Sybille voulait réagir. Oui, pour rebondir rapidement sur ce que disait Kevin, il y a un truc aussi auquel il faut faire attention, c'est attention aux coûts cachés, parce que nous, on a des solutions SaaS qui comprennent tout. Après, de temps en temps, on va vous faire acheter une solution où on va vous mettre un modèle très simple avec. Mais après, il faut prendre en compte la maintenance que vous allez peut-être payer à côté, les mises à jour que vous allez peut-être payer ou qui seront peut-être à votre charge. Et donc, du coup, vous allez mettre de l'investissement humain, du temps, beaucoup de galères pour gérer ces mises à jour, alors qu'un logiciel tel que Sunday ou nous, on en prend la responsabilité. Et également, le coût ce que va vous coûter la réalisation d'une intégration. Moi, je vois des intégrations qui sont chiffrées à hauteur de 10 000 euros. En fait, vous n'allez peut-être pas payer cher au début, mais en fait, l'addition est exubérante. Anaïg, donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez une dizaine d'outils. Ça vous coûte combien par mois? Enfin, je dis par mois, mais peut-être que vous raisonnez autrement. Combien ça vous coûte? Ça va peut-être faire un peu peur pour certains. Nous, aujourd'hui, on paye un peu plus de 2 000 euros par mois par établissement pour la totalité de nos outils. Alors, c'est pas que Sunday et Zelty, hein, bien entendu, et c'est hors transactions également fees TPE, parce que ça, c'est vraiment relatif à votre chiffre d'affaires. Mais nous, aujourd'hui, vraiment, pour les solutions back-office, front-office, etc., c'est un peu plus de 2 000 euros par mois. Après, voilà, c'est pour plus d'une dizaine d'outils. Si je peux me permettre, juste, voilà, comme le disaient Sybille et Kevin, il y a 2 éléments très, très importants à prendre en compte quand vous choisissez vos outils. C'est de négocier l'engagement, pour tout simplement ne pas en avoir. Et nous, c'est quelque chose pour lequel nous, c'est très, très important. Bien entendu, l'intégration également. Et enfin, les frais cachés. Quand nous, on va voir les solutions, on leur demande, OK, c'est quoi vraiment tous les coûts? Alors, Kevin a très bien décortiqué tous les frais qu'il y avait chez Sunday. Mais effectivement, il y a les frais de setup qui sont toujours un petit peu conséquents et qui font un peu peur au début. Mais en fait, c'est du one-shot. Et après, c'est l'abonnement qui est aussi important. Je me permets quand même de dire, parfois les choses sont négociables. Voilà. Donc, trouver les bons partenaires, en tout cas, c'est le plus important.
Et si Oui, je peux oui, rajouter deux petits éléments Oui. ici. Je pense que le moyen le plus simple de raisonner les coûts d'équipement tech, c'est peut-être de le raisonner en pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement. Je ne sais pas si tu le raisonnes comme ça en te disant je vais investir X% de mon CA global à l'année et le comparer aussi avec son coût people ou son coût matière. Enfin, Ouais. se dire ok, bah, j'en fais une case à part dans mon bilan et je me demande à quel niveau je veux me situer et nécessairement bah, plus le resto est gros, plus la somme à investir est potentiellement un peu plus importante. Donc je pense que c'est intéressant de le réfléchir comme ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois que le plus gros coût caché, c'est le mauvais choix. C'est de travailler avec une mauvaise technologie. Ouais. Mais je pense que acheter un prix, et nous, on est plutôt pas cher globalement, mais au-delà de ça, acheter juste un prix, je pense que c'est une erreur. Je crois qu'il faut faire impérativement un cahier des charges, se demander pourquoi on achète son outil, quel est l'objectif, comment je veux l'utiliser, et à la fin faire un choix rationnel et extrait du prix. Et le prix est une des composantes de ce cahier des charges-là, mais ne doit pas être la raison de l'achat. Sinon, ça peut vous peser cher pendant longtemps. Est-ce qu'il y a des questions au regard de ce que vous avez entendu depuis 3 quarts d'heure, un peu plus même? Et Oui, hésitez pas, c'est oui, la oui, première oui. la plus dure. Allez. Il y a quelqu'un là, vous n'avez pas de micro. On vous apporte un micro. Le monsieur est là. Bonjour, tout d'abord merci pour avoir répondu à toutes ces questions et je voulais savoir en fait si c'était possible d'intégrer du coup vos solutions à des bornes, puisqu'aujourd'hui on voit l'apparition de pas mal de bornes dans différents types de concepts et de restaurants pour justement optimiser le service dans certaines conditions. Et donc je voulais savoir si vous, vos solutions s'adaptent et si maintenant bah, vous allez proposer aussi peut-être vous vos bornes. Sibylle, vous commencez? Allez, Oui, allez-y. alors, excellente question, merci beaucoup. Nous, des systèmes de bornes, on en intègre au moins 5. On a, donc voilà, la stratégie de Zelti, c'est justement, pour reprendre les termes de Kevin, choisissez bien, donc c'est le socle, et après, vous adaptez. Si vous pouvez tester un système de borne, en choisir un autre, on en a. Et en effet, la borne, c'est un outil en fonction de votre positionnement, de l'endroit de votre établissement, qui peut être hyper intéressant pour le parcours client. Comment ça marche au niveau de l'intégration borne avec Zelti? C'est que tout le menu est géré depuis Zelti, donc vous aurez un seul code produit pour vos ventes, que ce soit en caisse, sur la borne, même si c'est un autre prestataire. Et ensuite, donc, toutes les commandes vont être centralisées dans Zelti. Si vous avez une rupture de stock, par exemple, vous la renseignez depuis la caisse, ça sera actualisé sur tous vos canaux. Et je parle de la borne, mais je vais aussi parler de la commande en ligne, de Uber Eats, de Deliveroo, qui sont tous intégrés en direct dans Zelti. Et côté Sunday, je vais faire une réponse un peu de Normand parce qu'on est entre deux moments de l'histoire de la boîte. Le quick service, ça va être une partie de l'avenir de Sunday. Nous, on s'est créé sur du full service, des tables, des serveurs, du service à table, des assiettes. Et la restauration, c'est un monde qui aujourd'hui avance sur 2 jambes. Et le quick service, c'est la 2e jambe et qui se fortifie trimestre après trimestre. On a besoin d'être sur ces 2 jambes-là et on aura une partie dans le food service demain. Comment on sera dans cette partie food service? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va s'intégrer avec des bornes? C'est possible. Est-ce qu'on va créer nos bornes? C'est possible. Donc je ne sais pas exactement ce qu'on fera et comment on le fera, mais on est en pleine réflexion sur ce sujet-là. En revanche, moi j'ai une réflexion qui est un tout petit peu plus, qui est un tout petit peu différente. C'est dans quelle mesure on n'est pas déjà capable aujourd'hui de remplacer des bornes? Les bornes aujourd'hui, c'est du CAPEX, c'est du capital expense. Il faut acheter la borne. C'est de la place dans un établissement. C'est une expérience client qui est ce qu'elle est, mais à la fin, tu fais quand même la queue pour faire ta commande. Et tu ne peux pas commander à 10 sur une seule et même borne, alors qu'en réalité, on a tous une borne dans sa poche aujourd'hui. Nous, on a des solutions de prise de commande qui sont directement diffusables. Et on a des exemples de restos qui mettent un énorme QR code au-dessus de la caisse et qui disent « me faites pas chier et scannez ». Quote. Ils écrivent vraiment ça, et ils scannent, et tu commandes, et il n'y a pas de borne. Intéressant. Intéressant. Est-ce que c'est comme ça que ça va s'opérer demain? Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal, mais
Je pense que c'est un morceau de la réflexion qu'il faut avoir et en tout cas ça on sait déjà le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci beaucoup. C'était une question sur les outils. Donc, on parlait de Sunday, le fait que par exemple le Bouillon utilisait parfois les outils pour faire des classements, etc., des évaluations sur le staff. Et moi, ma question, c'était comment faire en sorte que tous ces outils, donc notamment Sunday, ZLT, soient vus par le staff et les équipes comme un soutien et de la formation en fait dans leur travail au quotidien, et qu'il n'y ait pas le risque d'une vision d'un certain flicage ou d'une pression supplémentaire avec ces évaluations. En fait, comme on a vu un peu qu'il pouvait y avoir un côté intrusif pour la data côté client, est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi côté staff? Et ce sera la dernière question parce qu'il va falloir qu'on cède la place. Donc qui veut répondre? Ouais. Je peux y aller, je pense. Aujourd'hui, justement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était que ce soit perçu comme un élément qui puisse leur apporter plus. Et c'est ça vraiment qu'on met en avant. C'est en fait, c'est des objectifs, certes. Si tu les atteins pas, ça ne veut pas pour autant dire que tu seras viré. Mais si tu les atteins, c'est à toi que ça va bénéficier parce que c'est toi qui seras payé plus. Donc c'est vraiment nous comme ça qu'on a essayé de le mettre en place. C'est ce qui permet aussi d'avoir des équipes qui sont du coup un peu tous dans le même mood, etc., etc. On a des équipes aussi qui sont très jeunes, qui sont tous très à l'aise avec la technologie en règle générale. Donc je pense que c'est ce qui a aidé. Si demain c'est uniquement un outil qui nous permet de faire le bâton, ça va pas. Par contre, si c'est aussi la carotte, je pense que ça permet d'avoir le juste milieu. Le mot de la fin? Et je pour pense Sybille. que sur la partie opérationnelle, moi je le vois souvent dans les restos, hein, c'est les serveurs qui sont demandeurs ou c'est la cuisine. Parce qu'en fait, ils se retrouvent avec des solutions qui les freinent tellement dans leur métier que tout ce qu'ils cherchent, en fait, c'est être serein. Donc c'est des solutions telles que Sunday ou Zelti qui vont leur permettre de travailler plus sereinement et d'être finalement plus heureux. Un mot? Alors, je peux en parler pendant des Oui. heures, mais Là, je pense il que y a c'est 15 une question qui est secondes, là. clé et je pense que c'est une question qui est clé, qui doit être traitée. Nous, on prend le prisme de se dire Sunday, ça va vous booster votre pourboire. Donc forcément, on devient assez vite très copain avec le staff, mais je pense que chaque restaurateur, chaque entrepreneur a une responsabilité ici de dédiaboliser la technologie et au contraire la valoriser. Sybille et moi, on court, on prépare le marathon. Nous, on a nos applications qui nous disent attention, ton BPM, il est comme ci, ton dénivelé, il est comme ça. Et ce genre de choses, nous, on en a besoin pour nous améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, chaque personne qui travaille et qui a la possibilité de devenir meilleur grâce à de la donnée et grâce à des conseils doit aussi le prendre pour lui et se dire que ça va être bien. Et je crois que c'est ça qu'il faut valoriser. Merci aux marathoniens, merci Anaïg. Nous arrêtons là, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont de l'autre côté du rideau. Merci beaucoup. H38, si vous souhaitez nous rendre visite.